Salut les gars et les filles, du coup je vais vous faire la présentation du nouveau vélo. Bon, vous avez à peu près tous compris. Donc il s'agit d'un Rocky Instinct Powerplay. Voilà, je fais le tour du propriétaire. Donc il est tout d'origine sauf pneus et suspension. Modèle 2022 avec le nouveau moteur Dynam, 108 Nm de couple, batterie en 720 et quoi vous dire d'autre. Donc beaucoup d'évolution par rapport au modèle d'avant, notamment le bruit moteur, la fiabilité qui a apparemment été un peu revue à la hausse. Ouais, on a un moteur qui est assez silencieux, qui est même un des plus silencieux du marché maintenant actuellement avec le Brose. Et puis voilà, donc c'est un modèle entrée de gamme, le 30, donc avec des suspensions d'origine du Select, hein, basse, donc bien pour bricoler, mais après pour rouler ça suffit pas. Donc là je fais des tests un peu, là je regarde un petit peu ce que je peux faire avec les suspensions et tout ça. Donc là qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis donc ma Lyric de mon MDE, donc mon poste de pilotage comme d'habitude, très bas, ma tige de selle One Up en 220, ça c'est un amortisseur pour un test. Les freins sont d'origine avec les plaquettes organiques. Je suis plutôt pas enchanté, mais ça fait le taf. J'avais peur avec les disques Resin Only et les plaquettes organiques. J'avais un peu peur, surtout avec le poids du vélo. C'est du Deore, enfin moins que du Deore même, parce que j'ai même pas les leviers 2 doigts dessus. J'ai les leviers 3 doigts, mais 4 pistons. Donc ça fait le taf. Ça doit être un peu lourd, mais franchement ça fait le taf. Donc après, quand les plaquettes seront mortes, je changerai les disques et je mettrai des plaquettes semi-métalliques, mais je vais laisser ces freins parce que ça marche très bien comme ça. Donc cassette Deore en 11 vitesses, ça c'est très bien parce que c'est un peu plus solide que le 12. Avec un dérailleur Deore, voilà, du pédalier Raceface, enfin manivelle Raceface. Ça c'est plutôt pas mal. D'origine il y a une tige de selle Rocky en 170 qui est de bonne facture. Et puis voilà quoi, pour le prix ça vaut 5400 €. Donc pour les précisions sur la transmission, on a donc un plateau devant 34 avec une cassette en 11 vitesses, en 11, ça doit être du 11,50 ou 11,51 avec, je sais même pas si celui... Ouais, le dernier ça doit être de l'alu, mais le reste c'est de l'acier, en sachant que peut-être même que le dernier c'est de l'acier, je sais pas. Et j'aimerais bien que ça soit de l'acier. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'on a une transmission qui est plus solide, fiable. Et franchement, si on a une cassette 100% acier, c'est que mieux, surtout sur un élec, vous allez voir, parce qu'au niveau de la longévité, ça va être top du top. Donc ça, par contre, des fois, vous voyez, il vaut mieux aller taper sur du bas de gamme, parce qu'on a des choses qui sont finalement plus adaptées. Ouais, si les roues aussi sont d'origine. Donc là, le vélo, il a à peu près, je pense, 250 km. Donc j'ai refait la tension de la roue arrière, parce que ça partait déjà en saucisse. J'ai mis du gros pneu avec des mousses à l'intérieur pour les préserver au maximum, parce que WTB, j'ai jamais eu de très bonnes expériences. C'est assez fragile. Donc on va avoir du moyeu Shimano qui est pas mal. Donc ça doit être du moyeu avec roulement à billes externe là. C'est pas mal, franchement j'aime bien. Ça fait pas de bruit, c'est assez fluide. Puis l'avantage, ça s'entretient assez facilement. Donc moi je suis pas contre ça. Par rapport à du roulement scellé classique annulaire, ça me dérange pas trop en fait. Le seul truc qui me dérange, c'est les disques en centerlock, mais on peut pas faire autrement parce qu'en fait ils ont foutu le capteur derrière, vous voyez les 3 aimants là, et ça se monte uniquement avec du centerlock. Donc voilà. Au niveau ergonomie du vélo, donc on a un vélo qui est ajustable, donc via un excentrique ici sur 4 positions au lieu de 9 auparavant, et on peut faire varier la longueur des bases de 10 mm derrière. Donc ça permet quand même un ajustement de géométrie qui est assez poussé. Bon, le Ride 9 c'était vraiment une usine à gaz, mais là c'est vrai que maintenant sur 4 positions c'est pas mal.
Donc moi là il est en position le plus fermé parce que même en position plus fermée ça touche partout et c'est déjà trop ouvert. Alors il faut savoir que la géométrie a été revue sur celui-là. On n'a plus des reach relativement courts comme on avait sur celui d'avant. Là le L il était en 460 sur l'ancien modèle. Là le reach le plus court suivant la position de la biellette c'est 480. Donc on a pris 2 cm, ce qui est beaucoup. On a une potence en 40 pour tout le monde. Une fourche en 150, qui là est en 160, mais une fourche en 150, un débattement arrière en 140 sur l'instinct. Le cadre est le même que l'altitude. Ça doit changer au niveau de la biellette ici. Et voilà, donc ça c'est le cadre alu. Et sur le cadre carbone, on a ici une insertion qui peut se changer. Qu'on n'a pas sur l'alu évidemment parce que c'est soudé. Donc les nouveautés par rapport à l'ancien modèle. Batterie amovible sans enlever le moteur, donc ça c'est pas mal. Ça c'était un gros problème sur l'ancien. Le moteur il me semble 18% plus léger que l'ancien, plus d'autonomie, moins de bruit, plus besoin d'application, tout se passe par là maintenant. Donc voilà, vous voyez la manette a changé. Donc je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y en a deux qui s'appelle Ewok et l'autre Jumbotron. Ça doit être le Jumbotron et ça doit être l'Ewok la manette. Donc on a les modes paramétrables. Donc on a un mode standard d'origine pour vous montrer rapidement. Je sais pas si on voit là, putain c'est un peu avec le reflet. En plus j'ai fait mon kéké, j'ai laissé le plastique dessus. Donc là vous voyez, là dedans on a les modes. Donc standard c'est classique. On peut configurer 2 modes. On a donc les paramètres du vélo. Et il est plus connecté en fait, donc une calibration du capteur de couple à faire de temps en temps. Sur la plus grande vitesse en haut, c'est bon, de toute façon c'est expliqué. Luminosité, langue, unité, voilà. Donc après au niveau des options, quand on roule, on a le nombre de tours minute. À savoir que les 108 Nm de couple se développent à 105 tours minute. Donc le maximum de couple arrive à 105 tours minute. Donc n'hésitez pas à être véloce comme sur tous les autres vélos électriques d'ailleurs, hein, je vous dirais. Il faut jamais rouler en force parce que ça vide la batterie pour rien. Là on a le compteur, pas de GPS. On a les modes ici, configurables, la vitesse, la batterie, et voilà. Donc ça reste quelque chose qui est convivial à l'usage. Il n'y a pas trop d'options. Ouais, j'aurais peut-être aimé rien du tout. Après on est là pour pédaler. Donc ouais, non, c'est pas mal, c'est plutôt bien foutu. Et au niveau du poids, on doit être là avec les gros pneus et tout, on doit être pas loin des 25 kg. Donc voilà. Je vous fais un petit peu après le plus et le moins là, je vous mets quelques images et je vous dis un peu ce que j'aime et ce que j'aime pas sur le vélo. Et puis bon courage pour en avoir parce que voilà, il y en a un petit peu mais ça va pas durer. Allez, à tout de suite. Sachez que j'ai payé ce vélo au prix fort, même pas au prix pro, au prix client. Donc évidemment ce test n'est absolument pas sponsorisé. Je n'ai absolument aucun intérêt à gratifier le produit. Donc c'est toujours objectif. De toute façon, même quand j'ai des produits, j'essaye d'être resté objectif au maximum. Donc en montée, après avoir trouvé une bonne position pour pas que ça cabre trop, une bonne configuration moteur aussi, on va y revenir. Comme vous pouvez voir, bon ben ça grimpe au mur, hein. Là je suis pas à 100%, je suis à 80% et avec le boost en -1. Alors qu'est-ce que c'est le boost? Je vais vous expliquer. Le boost, c'est en fait, on a ce qu'on peut appeler le couple à bas régime. Quand vous appuyez sur les pédales, en fait, les premiers tours de pédale, c'est soit la puissance
va arriver d'un coup et complètement, soit ça va être limité. Donc en gros, plus vous avez de boost, au plus c'est facile. Mais par contre, par exemple pour un redémarrage en côte ou même pour la montée d'une côte difficile, ça va être dur à gérer parce que à chaque coup de pédale, il va tout envoyer. C'est le capteur de couple qui gère. Mais en gros, en boost plus 2, vous allez vous rapprocher d'un vélo qui n'a pas de capteur de couple et qui a juste un capteur de pédalage et qui se contente de tout envoyer à chaque tour de pédale. Donc c'est une grosse assistance. C'est vraiment pour des gens qui n'ont pas de cuisses et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après boost plus 1, ben après c'est pareil, on va avoir une légère assistance du capteur de couple. Boost 0 c'est d'origine, c'est mode standard. Après on a boost moins 1, ce que j'utilise, ce qui me paraît être assez équilibré, dans le sens où ça permet d'avoir un vélo qui est contrôlable dans les zones difficiles et qui patine pas à chaque fois que tu remets un coup de pédale, ou alors quand tu mets pied à terre et qu'il faut que tu repartes. Tu vois, un vélo qui cabre, là vous voyez, là je suis en boost moins 1 à 80%. Bon, ça monte aux arbres. Et après on a boost moins 2 que j'ai pas encore essayé, ce qu'ils appellent intensif, donc avec une assistance minimale au démarrage, au coup de pédale du capteur de couple. Donc ça c'est pas mal parce que outre le fait donc de pouvoir plus ou moins être assisté, c'est surtout qu'on économise la batterie. C'est évidemment on bouffe moins de batterie à boost moins 1 que à boost plus 2. Connasse, c'est sec. Donc pour les points positifs, qu'est-ce que je peux vous dire? Point positif de ce vélo, on a une géométrie qui est identique au musculaire et ça a été les premiers à le faire. Donc on se retrouve pas avec un bateau, voilà, on a un châssis qui est vraiment le même que l'original. On se retrouve pas avec un truc trop long, avec des bases trop longues, avec des incohérences comme on a pu en trouver sur certains vélos. Donc ça, premier bon point. On a une interface qui est simple, peut-être trop simple, mais simple et efficace. On a un look qui est sympa. Bon, après ça, l'esthétique, ça rentre pas en ligne de compte. On a un comportement qui est vraiment bon. Pour les points positifs, voilà. Après, en termes de rapport qualité-prix, je peux pas trop vous dire, dans le sens où je me suis pas trop intéressé au reste du truc. Géométrie moderne avec un tube de selle très relevé, un angle de chasse très prononcé, la possibilité donc de jouer avec la géométrie, ça c'est vraiment bien, avec le ride fort là qui joue sur la position de l'amortisseur et la longueur des bases. On a voilà, on a un moteur qui est un des plus puissants, voire le plus puissant en termes de couple du marché. Une grosse amélioration par rapport à l'ancien moteur et à l'ancien modèle. Pour avoir essayé l'ancien modèle, franchement en termes d'utilisation, j'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment bruyant, pas agréable, c'était rugueux au pédalage. Pas aimé, vraiment pas aimé du tout. Et là pour le coup on est sur quelque chose qui amène vraiment voilà, du plaisir à l'utilisation. Qui est souple, qui est voilà, on voit que on voit qu'ils ont vraiment bossé sur les points faibles. On a voilà une fiabilité optimisée, un poids plus contenu, des roulements plus gros. Voilà, ils ont vraiment essayé de bosser sur les problèmes qu'ils ont eu. Donc pour les points positifs, voilà, plus d'applications connectées, donc plus besoin de smartphone, une batterie en 720 bien intégrée. Voilà, on a maintenant une batterie qui est amovible. Avec voilà, en la faisant passer par dessous, donc c'est pas on peut pas l'enlever rapidement, mais voilà, avec une clé à laine ça part vite fait. Gestion moteur qui est
qui est optimisé, et ça c'est vraiment pas mal. Point négatif du coup, donc point négatif, une géométrie trop moderne, donc avec trop d'angles devant, un reach qui a été augmenté, donc même si ça reste correct comparé à certaines marques qui sont vraiment envolées, pour moi ça reste un peu grand, mais bon voilà, après chacun ses préférences et chacun surtout ses habitudes. Voilà, pour moi le vrai problème c'est pas le reach, le vrai problème pour moi c'est l'angle devant là, quand on passe en dessous des 64, pour moi ça devient n'importe quoi. C'est n'importe quoi en termes de maniabilité, en termes de stabilité ça apporte guère plus, et par contre en termes de maniabilité je trouve ça dégueulasse. L'avantage c'est qu'évidemment donc on peut déplacer la roue arrière, donc ça permet d'équilibrer entre le reach et la longueur des bases, donc n'hésitez pas à rouler en position base longue, qui sont bien sûr modifiées avec l'excentrique du Ride For. À chaque fois que vous bougez l'excentrique, la longueur des bases effectives change. Voilà, donc en 140 150 ça c'est l'instinct, donc en 140 150 sur la version L, moi perso j'ai pas pu rouler autrement que sur la position la plus haute de l'excentrique, parce que tu touches les pédales partout. C'est des pédales des manivelles en 165. En plus vous voyez, bon, Raceface, je sais pas pourquoi ils ont laissé beaucoup de matière ici, donc c'est juste inroulable avec des manivelles en 165 en position basse. Ça touche partout. Donc deux solutions. Soit vous roulez en position haute, et en plus vous avez même en position haute une géométrie qui est encore pour moi trop extrême. Soit vous aimez quand c'est très bas et très ouvert devant, et par contre il faudra passer sur des manivelles en 160 voire en 155, parce que pour le coup ça touche vraiment partout, c'est vraiment dégueulasse. En sachant que même en position haute vous êtes à 65 d'angle devant, ce qui me paraît être tout à fait raisonnable en enduro. Il n'y a absolument pas besoin de descendre au-dessous de 65. Voilà, et on a une position de pédalage qui est vraiment optimale. Ouais, bah c'est vrai qu'à 5500 balles, bon, bah, t'as des disques résine, des plaquettes résine, pour le reste ça me dérange pas, mais bon, du select en suspension, alors c'est pas dégueulasse, mais c'est pas, voilà, on n'est pas sur un vélo, c'est un vélo qui va s'adresser à des pratiquants balade, rando, et en fait si tu es un pratiquant un petit peu plus engagé, ben, il va falloir avoir plus d'argent en fait. Plus tu progresses et plus il faut avoir d'argent, et ça c'est un peu dérangeant, c'est un petit peu dérangeant, mais bon voilà, quoi vous dire. Après oui, deuxième chose aussi pour les points négatifs, les bas de gamme comme ça sont livrés avec un chargeur 2 ampères. Donc en gros 8 heures de charge pour avoir une charge complète. Les vélos plus chers sont livrés avec un chargeur 4 ampères. Donc temps de charge divisé par 2. Ça c'est pareil, si t'as pas d'argent, et ben t'attendras. Donc ça c'est des choses qui me dérangent un petit peu, et c'est pas bien grave, parce que finalement une charge plus lente permet de préserver la batterie dans le temps. Donc c'est pas plus mal, plutôt que d'avoir des charges très rapides. Mais évidemment si tu as un double ride à faire dans la journée, et que tu vides le matin et que tu veux repartir, enfin que tu vides ou plus ou moins, il faudra investir dans un 4 ampères, parce que sinon le 2 ampères ça va être juste. Pour compléter les points négatifs, en dynamique, un vélo qui est physique à emmener au-delà de 25 km/h. Alors on a beaucoup moins de résistance une fois le moteur coupé après 25 que sur l'ancienne version, mais reste qu'on n'est pas au niveau de certains concurrents qui arrivent à avoir des résistances neutres au pédalage une fois moteur coupé. Donc en gros sur le plat vous pouvez rouler moteur coupé, voilà, il n'y a pas de problème, mais ne comptez pas rouler moteur coupé si vous avez plus de batterie en montée. Là par exemple, si je coupe, voilà, c'est juste impossible. Regardez, hein,
Là j'ai coupé et j'exagère même pas. Je force vraiment et là ça monte pas trop. Mais il reste une résistance qui est pas négligeable et qui est handicapante au-dessus des 25. Donc pour pallier à ça, ce sera soit un débridage avec une perte de garantie, à savoir que il n'y a qu'une marque qui garantit, à mon sens, à ma connaissance, mais je me suis pas trop penché sur le sujet. Il n'y a qu'une marque qui garantit ces vélos débridés, c'est BH. Et je les salue. Alors, je devrais pas dire ça parce que effectivement après ça crée des vélos qui sont des motos et qui vont être incontrôlables pour les 90% des utilisateurs. Mais dans ce cas-là, évidemment sur une spéciale comme celle-ci que je suis en train de remonter, qui est très rapide, où il faut relancer, clairement vous avez un net désavantage sur un musculaire ou sur un concurrent avec aucune résistance au pédalage. Passez les 25, vous allez en chier. D'ailleurs vous êtes collé, hein. Voilà, tu peux éteindre le moteur, tu peux faire tout ce que tu veux, ça vient pas du moteur, ça vient des frictions, de la résistance du moteur en fait. Et ça c'est vrai que c'est à prendre en compte à l'achat. Donc pour les coquinous, ben, quand ce sera dispo, vous débriderez le moteur et vous n'aurez plus ce problème. Et pour les autres, eh ben, vous vous ferez les cuisseaux comme moi. Il faut appuyer fort sur les pédales, mais du coup ça demande beaucoup d'énergie pour les parties rapides à plus de 25. Dans les parties rapides en fait où on est obligé de pédaler pour garder de la vitesse, parce que après bien sûr évidemment quand vous arrêtez de pédaler, le vélo n'a pas de résistance, hein, il prend de la vitesse. Mais une fois le moteur coupé, c'est problématique. Maintenant, donc on va passer aux recommandations. Donc les recommandations, qu'est-ce que je peux vous recommander avec ce vélo? Passer avec des manivelles plus courtes si vous aimez rouler bas. Après vous savez que ce cadre il est fait pour accueillir une fourche jusqu'à 581 mm de haut. Donc sachant qu'une 150 c'est 562 mm de haut, en gros, hein, en gros 565, vous pouvez tout à fait passer sur une 160. J'allais vous dire même 170, mais après ça va, voilà. Donc déjà la 160 c'est très bien. Donc une 160 ça fait 572 mm de haut. C'est le même cadre que l'altitude, donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème de rupture, de trucs de machin, pas de problème de garantie parce que c'est bien spécifié sur Rocky. Il faut aller chercher dans les petites lignes sur le site, mais voilà, il est fait pour accueillir une fourche jusqu'en 581 mm. Donc moi je l'ai PC en 160. La contrepartie c'est que évidemment en 160 l'angle s'ouvre encore. L'avantage c'est que ça lève un peu le boîtier qui est trop bas pour moi et voilà. Donc après il y a des autres petites astuces qui vous ont permis de régler ce problème de hauteur de boîtier, mais que je garde pour moi. N'hésitez pas à passer sur un amortisseur à ressort. Pourquoi? Déjà ça va pallier au fait que vous touchez les manivelles partout, parce que l'amortisseur à ressort amène beaucoup plus de soutien à mi-course qu'un amortisseur à air. Donc on est toujours plus haut dans le débattement avec un amortisseur à ressort plutôt qu'un amortisseur à air. Et donc en plus, vu le poids du vélo, ça va quand même beaucoup moins chauffer, beaucoup moins de friction, beaucoup moins d'entretien, beaucoup plus de performance sur le long terme, sur une longue descente. Un amortisseur à air classique, vous allez le fumer, hein. Avec un vélo à 25 kg, si vous faites vraiment de l'enduro, vous allez le défoncer, hein. Donc n'hésitez pas à passer sur un ressort ou sur un gros amortisseur à air, genre un X2. Mais oubliez les petits amortisseurs là, comme j'ai là tout de suite, qui sont juste là pour un essai. Moi j'attends mon Phoenix. Ça fait partie des recommandations. Autant sur l'avant, bon, voilà, passer à une fourche rigide. Autant les 38 sur les musculaires, je suis absolument contre.
autant sur un élec ça prend tout son sens. Donc soit de la 36 rigide comme la DVO SCE, une Manitou Metzer en 37 ou voilà une Zeb, une 38 pour ceux qui ont de l'argent ou qui ont encore leur 2 reins à vendre. N'économisez pas là-dessus parce que c'est vraiment ce qui fait, c'est vraiment ce qui change un vélo en fait. Donc c'est pour ça que je comprendrais, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse monter un vélo avec des suspensions comme ça pour gagner, pour attirer une catégorie de personnes qui ont moins d'argent, mais quelque part ça dénature le vélo en fait, parce que tu essayes un vélo avec des suspensions comme ça, si t'as pas la capacité de te dire ouais c'est rien, ça vient des suspensions, tu vas dire putain le vélo il est pourri, alors qu'en fait non, pas du tout. Donc pour moi c'est un peu à double tranchant cette histoire, mais bon, il faut pouvoir en avoir pour toutes les bourses. Donc là, petite anecdote sur le capteur de cadence, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là vous voyez je suis à 75 tours minute, et en fait dès que je rentre dans la zone qui est bonne, vous voyez en fait il y a un petit indicateur qui vous dit que vous pédalez à la bonne cadence. À savoir que la cadence optimale est de 85 tours minute, et que comme je vous disais, le couple maximal est atteint à 105 tours minute. Donc faut pas hésiter à être véloce. En plus c'est bien, ça fait travailler un peu le cardio, et en plus ça économise la batterie. Donc ne forcez pas comme des sourds sur vos vélos évidemment. Sur vos vélos électriques, j'en vois trop qui restent tout en bas là et comme des benets là. J'ai même des clients, ça m'est arrivé une fois ou deux, les mecs ils sont venus changer, en fait la transmission était morte, donc ils sont venus changer de transmission. Le mec sur sa cassette, je vous garantis que c'est la vérité, il avait que le 10 dents d'usé. Je sais plus si c'était un 10 ou un 11, je sais plus si c'était un 12 ou un 11 vitesses, mais il avait que le 10 dents d'usé, c'est-à-dire que les autres pignons véridiques ils étaient neufs, complètement neufs. Donc ça diminue la longévité de, bien sûr, la batterie, l'autonomie, mais aussi la longévité dans le temps, parce que elle chauffe plus, elle suce plus. Et pareil pour le moteur, vous imaginez bien que ça le fait plus forcer, et donc on diminue la longévité. Voilà, moi mes recos, je roule donc en boost -1 avec un Eco à 40, un trail à 50, un trail plus à 55 et un Ludicrous à 80% avec un boost -1. Et donc avec ça, en théorie, donc là j'ai fait, la dernière fois j'ai fait 40 avec 1005, il me restait 37%, en ayant utilisé 50, 55 et pas mal de 80 aussi. Donc ça laisse présager une utilisation de 50 avec 2000 à peu près, en étant véloce, en respectant les règles primaires d'utilisation d'un élec. Et donc ça fait quand même une belle autonomie, mine de rien, parce que je suis pas léger. Moi en tenue je fais 90 kg, donc dépendra aussi de votre capacité à appuyer sur les pédales. Moi en gros je l'utilise à 50%, en gros 50% d'assistance. Donc celui qui a moins les jambes et qui est plus lourd que moi, il fera beaucoup moins, et celui qui a les jambes et qui est plus léger que moi, il fera plus. Donc ça reste quand même une... Et on a la possibilité aussi de caler un overtime pack, donc qui rajoute 330 ampères à la 330 Wh à la batterie principale, et qui donc fait passer le vélo à plus de 1000 Wh, ce qui permet de faire beaucoup de choses, en sachant que le overtime pack est aux environs de 600 balles, ce qui fait quand même cher la rallonge. On fait un point autonomie en direct. 48% de batterie. J'ai fait 16 km 79 avec 971 d'ascension. Donc à savoir que je suis monté à 80% du temps en mode à 80% en boost -1. Donc toute la grande montée, là en fait je suis au-dessus de ça, toute la grande montée j'ai monté à 80%. Alors que d'habitude je monte à 55-60%, mais là j'ai les jambes un peu saignantes.
Ouais, ça laisse présager 30 bornes avec 1008. Et je pense que ouais, on doit pouvoir passer les 50 bornes avec 2000, je pense. Pourquoi l'instinct et pas l'altitude? En gros, bon, déjà le prix d'achat, la capacité de l'instinct à être modifié au niveau des suspensions pour arriver à finalement passer d'un all mountain à un enduro avec quelques connaissances quand même, et surtout la géométrie qui est déjà extrême sur l'instinct à mon sens, et qui est à mon sens déraisonnée sur l'altitude. Beaucoup trop d'angles devant, de géométrie trop extrême en fait, et pour le coup beaucoup moins modifiable sur l'altitude parce qu'on est au maximum des possibilités du cadre. L'avantage de l'instinct, c'est que vous vous retrouvez avec le même cadre que l'altitude, donc un cadre qui est fait pour encaisser comme l'altitude, qui a juste été un petit peu modifié au niveau de la géométrie pour avoir un truc un petit peu plus efficace au pédalage, mais vous pouvez bien sûr du coup le modifier pour en faire un enduro au même titre que l'altitude, en sachant que par exemple sur l'ancien vélo vous aviez l'instinct en 140-140 et l'instinct BC Edition en 160-155 qui est exactement le même cadre avec juste une biellette modifiée au niveau de l'amortisseur qui permettait de monter un amortisseur avec une course plus longue pour avoir plus de débattement. Donc même cadre. Donc évidemment tous les cadres de toutes les marques ne se prêtent pas à ces transformations. Ne me mettez pas une 160 sur un vélo en 140 sans que le cadre ne soit prévu pour. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Allez, bye.